Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de notre série Au cœur des métaux. Et pour cet épisode, j'ai la chance et l'immense honneur d'avoir à mes côtés de nouveau le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin, Bonjour Saïd. comment ça va? Ça va très bien. Très Ravi bien. d'être là, comme d'habitude. Eh ben, comme d'habitude, et puis comme d'habitude, on va prendre le temps avec Benjamin, puisque évidemment l'actualité est très riche sur les métaux. Et avant de parler de cette actualité, je voulais quand même, Benjamin, si tu es d'accord, parler de la genèse de ce fonds métaux stratégiques, de cette expertise qui est quand même très différente des métaux précieux dont on avait parlé la dernière fois, qui est un petit peu plus jeune aussi, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus de où ça s'est fait, comment, quand, d'où est venue Ouais. l'idée? Alors, à toute chose, malheur est bon, Saïd. En fait, cette idée, elle m'est venue pendant l'épidémie de Covid. On était enfermés chez nous et donc on avait un peu plus de temps, peut-être pour prendre du recul. Et j'ai à ce moment-là constaté avec l'équipe qu'il y avait un changement profond sur un des marchés qu'on suit dans les métaux précieux, qui est le marché de l'argent. Qui est un métal qui a des propriétés physiques très intéressantes. C'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et donc, pour cette raison-là, il était de plus en plus utilisé dans des technologies qui étaient en train de se développer, qui étaient les technologies bas carbone, pour la voiture électrique et pour les panneaux solaires. Et donc, quand on a creusé cette question, on s'est rendu compte que ces deux secteurs qui représentaient rien dans la consommation d'argent, eh bien, en 2020, commençaient déjà à représenter environ 20% de la consommation mondiale d'argent. Et on s'est dit, tiens, mais est-ce que ce phénomène, il est spécifique à l'argent ou est-ce qu'il est plus global? Et on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus global. Et pour résumer, si j'essaie de résumer le constat qu'on a fait, on s'est rendu compte que faire la transition énergétique, se passer de pétrole, revient à développer essentiellement les énergies renouvelables. Mais qu'on ne fait pas d'électricité seulement avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il faut le fabriquer, et pour ça, il faut des métaux. Et donc, on s'est rendu compte que cette transition énergétique revenait à transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Et on s'est posé la question de savoir si on était prêt. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur beaucoup de métaux, il y avait une vraie problématique. Et on s'est dit, là, il y a une idée de trading, il y a même une idée de livre, puisque j'en ai fait un livre avec un économiste spécialiste de ces questions qui s'appelle Emmanuel H., qui a été publié en 2023, Métaux, le nouvel or noir, et qui est en fait un peu la thèse d'investissement de ce fonds, et qui explique pourquoi eh bien, le cuivre, l'aluminium, l'argent, on le disait, le zinc, tous ces métaux vont devenir extrêmement critiques parce que changer notre système énergétique veut dire passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux. Excellent livre et je vous invite à en faire votre livre de chevet. J'ai beaucoup apprécié. C'était la petite page de pub, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Alors, avant de parler justement des performances, de l'actualité qui est très riche, j'avais encore une petite question à te poser sur ces fameux métaux stratégiques. Tu parlais de la transition énergétique. Question toute bête, quand on a des pays qui passent de statut de pays émergent à pays développés comme l'Inde, est-ce que ça joue aussi, par exemple, le développement des réseaux d'infrastructures électriques et autres? Et je sais que beaucoup de pays sont dans le cas de l'Inde avec des populations qui sont nombreuses. Est-ce que ça aussi, on peut dire que c'est un facteur de croissance? Bien sûr. Alors, c'est résumé, cet axe de la transition énergétique, mais le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. Et quand on regarde historiquement, on observe une vraie corrélation entre la consommation de métaux et l'activité économique. On parle souvent de la corrélation entre la consommation d'énergie et le développement économique, mais elle est vraie aussi sur les métaux. Et on a un très bon exemple qui permet de voir un petit peu ce que pourrait donner le développement de l'Inde ou d'autres pays émergents. C'est l'exemple de la Chine. En 2000, ça y est, lorsque la Chine commence à émerger, la Chine consomme 10% des métaux de la planète. En 2011, lorsqu'elle a amorcé très fortement son émergence en développant des infrastructures, métro, trains, autoroutes, immobilier, etc., en 2011, la Chine consomme 50% des métaux de la planète. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la Chine consomme 60% des métaux de la planète. Donc, bien évidemment, Oh. l'émergence d'un pays de la taille de l'Inde, avec les développements économiques, les développements d'infrastructures que ça génère, est aussi un gros facteur de hausse de consommation. On peut aussi parler du développement
des data centers et de l'intelligence artificielle qui consomment énormément de métaux, mais aussi demain la robotique. Et donc, quand on met tous ces facteurs bout à bout, on arrive à des consommations de métaux qui vont énormément augmenter. Je vais donner juste un chiffre. Il y a un chercheur du CNRS qui s'appelle Olivier Vidal qui expliquait il y a quelques années dans un article que dans les 25 années qui venaient, on allait devoir consommer autant de métaux, extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Voilà le challenge auquel on doit faire face. Attends. Là, il faut que tu me le répètes, ça. Dans les 25 prochaines années, nous allons devoir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc depuis l'âge de pierre, quoi. Exactement. Je vais le dire autrement. Il y a Robert Friedland. L'âge du fer, plutôt. Ouais, l'âge de bronze. L'âge de bronze, oui. Il y a Robert Friedland qui est le patron d'une grosse société minière qui s'appelle Ivanhoe Mines. Robert Friedland est une légende du marché du cuivre. Il était dans le bureau ovale avec Donald Trump le jour où Donald Trump a annoncé le Project Volt, le projet de création de stocks stratégiques pour les États-Unis. Il était en Arabie Saoudite parce que c'est sa société qui va faire la cartographie en partenariat avec Ma'aden, la société nationale saoudienne. C'est lui qui va faire la cartographie du sous-sol saoudien. Et dans une conférence récemment, Robert Friedland disait que même si on ne fait pas la transition énergétique, simplement pour avoir une croissance de 3% par an au niveau mondial, dans les 18 prochaines années, on allait devoir extraire autant de cuivre de la croûte terrestre que sur les 10 000 dernières années. Donc on est vraiment face à un changement de paradigme qui fait que pour nous, les métaux deviennent un enjeu majeur. Et pas que pour nous, on le voit bien. C'est devenu un sujet majeur pour les États-Unis, c'est devenu un sujet majeur pour l'Europe avec le Critical Raw Materials Act, c'est un sujet majeur pour la Chine depuis très longtemps. Deng Xiaoping, en 1992, fait un discours où il dit « Le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares ». Et donc, ces sujets deviennent centraux, stratégiques, une question de souveraineté également, et donc ils vont nous occuper de plus en plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est intéressant de s'intéresser à cette thématique. Alors, tous les chiffres que tu donnes sont absolument impressionnants. Vertigineux. Ouais, vertigineux, c'est le cas de le dire. Pour finir de poser le décor complètement, j'avais encore 2 petites questions. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont réagi suite à la première vidéo et qui m'ont envoyé plein de questions. Donc, je vous avoue que je m'inspire un petit peu des échanges que j'ai eus avec vous et je vous en remercie encore une fois. Est-ce que tu peux nous dire si de telles expertises sont nombreuses aujourd'hui sur le marché et nous donner les métaux en question, quelques exemples de métaux qu'on considère aujourd'hui comme étant stratégiques? Oui. Alors oui, cette thématique se développe progressivement avec différentes approches, des approches à travers de fonds qui permettent de s'exposer aux compagnies minières, d'autres fonds qui s'exposent directement aux métaux comme celui que nous avons développé, qui sont des fonds plus récents. On est un des pionniers, sinon le pionnier en la matière. Et donc il y a une offre qui commence à se développer au niveau européen sur des produits un peu concurrents d'une autre. Maintenant, j'ai envie de dire copier mais jamais égalé, mais au-delà de ça, si on revient sur les différents moyens de s'exposer, nous aujourd'hui, on avait le choix de faire un fonds sur les minières ou un fonds sur les métaux. On a décidé de faire un fonds qui permette directement de s'exposer à la performance des métaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie différence entre une action et un métal. Une action, son cours est déterminé en faisant une actualisation des flux futurs de la société. D'accord? Et donc, à une actualisation, on fait à la valeur d'aujourd'hui les flux attendus de la société. Donc, on inclut l'avenir connu de la société. Donc, en fait, le prix aujourd'hui intègre la connaissance qu'on a du futur et des futures demandes notamment dans le prix de l'action. Sur une matière première, ce n'est pas du tout le cas. Une matière première, son prix est évalué de façon immédiate, spot, instantanée. Et donc, ce qu'on appelle le syndrome de la tomate chez OFI. Ouais, c'est-à-dire que quand vous allez au marché le dimanche matin et que vous voulez acheter des tomates, pour savoir combien vous allez payer vos tomates, vous vous fichez totalement de savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois. Ce qui fait le prix des tomates au marché le dimanche matin, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des tomates et est-ce qu'il y a beaucoup de tomates à vendre. Donc le prix, il est vraiment instantané. D'ailleurs, si on reste jusqu'à la fin du marché et que les tomates ne se sont pas bien vendues, le primeur, il sera prêt à faire un effort sur le prix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on sait qu'on va manquer de métaux dans le futur, ça n'est pas encore intégré dans le prix. Donc, on trouve aujourd'hui, nous, qu'il y a plus de valeur à aller chercher dans une exposition au prix, à la performance des métaux, plutôt que dans une exposition aux compagnies minières. Sans parler qu'on peut rajouter les problèmes de risque géopolitique pour les compagnies minières.
aller chercher des minerais, c'est aller dans certains pays qui sont parfois des pays où les législations ne sont pas commodes, des pays qui peuvent éventuellement profiter un petit peu de savoir qu'ils ont ces richesses dans leur sous-sol. Donc, pour nous, on trouve ça préférable de s'exposer à la performance des métaux plutôt que des compagnies minières. Pour répondre à ta question sur les métaux, on va évidemment parler du cuivre. Le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition Le énergétique. métal rouge. On en a besoin partout. Le cuivre est un très bon conducteur d'électricité. On l'utilise pour les réseaux électriques. Le réseau électrique aujourd'hui fait au niveau mondial 70 millions de kilomètres. On estime que pour faire la transition énergétique, il faudrait porter ce réseau à 140 millions de kilomètres. 140 millions de kilomètres, ça veut dire c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Et on a 25 ans pour doubler la taille du réseau comme ça. On en a besoin dans les éoliennes. Il y a entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre dans une éolienne en fonction de sa taille. On en a besoin dans les voitures électriques. Il y a 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique classique. On en a besoin dans les chargeurs de batterie. On en a besoin partout. J'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui sont un petit peu circonspects par rapport aux véhicules électriques, puisque ça reste marginal entre guillemets chez nous, mais en Chine, les voitures électriques, c'est très répandu. Ça s'applique aussi pour les hybrides ou oui, alors bien. Hybrides rechargeables également. Dans les hybrides, il y a plus de cuivre que dans une voiture thermique classique, ouais. Mais il n'y en a pas 4 fois plus. Il y en a à peu près 1,5 fois à 2 fois plus. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais oui, tout à fait. C'est important, surtout que on le voit bien, on a du mal à atteindre une parité de prix entre les voitures électriques et les voitures thermiques. Donc, le segment de la voiture hybride rechargeable se développe beaucoup. On peut parler de la Chine. Tu citais la Chine. Il y a quelques années, 100% des véhicules électriques qui étaient vendus en Chine étaient des véhicules 100% électriques. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers de véhicules 100% électriques et 1 tiers de véhicules hybrides rechargeables. C'est important aussi pour l'équilibre dans la consommation de métaux. Parce que, par exemple, dans un véhicule hybride rechargeable, on a toujours un pot d'échappement. Ah oui, et dans un pot d'échappement, il faut du platine et du palladium. Donc, si on développe les véhicules hybrides, voilà, on va avoir toujours besoin de ces métaux, alors qu'on n'en a plus besoin dans les véhicules 100% électriques si ce sont des véhicules avec un moteur électrique et pas des véhicules à hydrogène. Parce que dans les véhicules à hydrogène, il y a aussi besoin de platine. Donc, pour d'autres raisons, pour la pile à combustible, mais c'est pas l'objet. Donc voilà, on a le cuivre, bien évidemment, l'aluminium. L'aluminium est un métal absolument phare aussi de la transition énergétique parce qu'on en a besoin d'abord dans l'automobile. Et dans l'automobile, on en a surtout besoin pour alléger le poids des voitures. Donc, pour la carrosserie. Pourquoi ? Parce que comme on va embarquer des batteries qui sont très lourdes, il faut essayer de gagner du poids un peu partout. On en a besoin aussi dans le secteur aérien, on en a besoin dans les panneaux solaires. Il faut savoir que 80% du poids d'un panneau solaire, c'est l'aluminium. En fait, tout le cadre d'un panneau solaire est fait en aluminium. Et donc, c'est une grosse partie de la consommation. On va parler aussi de l'argent. On a déjà dit un mot tout à l'heure qui est utile pour les panneaux solaires, pour la voiture électrique. On peut parler du zinc, qui va être intéressant pour galvaniser, pour galvaniser les aciers. On peut parler du nickel, qui va être intéressant pour rendre les aciers inoxydables, mais qui va aussi être utile pour certains types de batteries de véhicules électriques, notamment le type de batterie de véhicules électriques qu'on utilise en Europe. Voilà, donc on a plein de métaux aujourd'hui qui sont utiles pour cette transition. Donc on peut se refaire la liste là, cuivre, aluminium, zinc. Ouais. Argent, je vais dire, principalement. Argent, platine aussi, on n'a pas parlé du platine. Le platine est intéressant aujourd'hui, mais... Sachant qu'il c'est un métal précieux aussi. Oui, tout à fait. Il fait les deux, quoi. Il fait les deux. Alors, si on commence par le cuivre, aujourd'hui, c'est notre plus forte conviction, le cuivre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, côté production, on a une contrainte de plus en plus forte. Depuis 2018 jusqu'à 2024, on n'a pas les chiffres définitifs pour 2025, mais dans le monde, on a fait de l'exploration pour essayer de trouver des nouvelles mines de cuivre. Et on a trouvé un total de 15,6 millions de tonnes de cuivre. La consommation annuelle de cuivre aujourd'hui dans le monde, c'est 27 millions de tonnes. Ce qui veut dire que sur les 7 dernières années, on a trouvé uniquement 7 mois de consommation mondiale de cuivre dans les nouvelles découvertes qu'on a faites. Donc tu comprends bien que dans une mine traditionnelle de cuivre, la compagnie minière, elle est plutôt normalement constituée, donc elle commence à forer à l'endroit où la concentration est la plus importante, puis petit à petit, elle s'éloigne. Dans un premier temps, elle va récupérer un peu moins de cuivre, mais elle va pouvoir traiter plus de minerais pour arriver à obtenir la même quantité de cuivre à la fin. Mais au bout d'un moment, on va arriver au bord de la mine, et même en augmentant les volumes, on n'arrivera plus à augmenter. C'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle. Donc rien que pour contrer cette déplétion naturelle, il faut mettre en place des nouvelles mines régulièrement. Et là, on ne découvre plus de nouveaux gisements. Donc on a un vrai sujet côté production, d'une part. Et puis côté consommation, on a tous ces nouveaux usages qui se développent dans le domaine, je le disais, de l'éolien, dans le domaine du réseau électrique. Et tout ça amène
un organisme comme l'Agence internationale à l'énergie, donc qui est un organisme extrêmement réputé, qui a été créé par les pays de l'OCDE après les crises pétrolières des années 70 pour les aider à gérer leur politique énergétique. Et l'Agence internationale à l'énergie publie régulièrement des rapports. Et il y a maintenant 3 ans, elle a publié un rapport sur le cuivre où elle disait, voilà, c'est simple, aujourd'hui dans le monde, il y a 250 mines de cuivre environ qui sont opérantes. D'accord ? Et il disait, si on regarde la taille moyenne de ces mines et qu'on regarde les besoins attendus en matière de cuivre pour les années à venir, si on veut avoir assez de cuivre, il faudrait qu'on rajoute 80 mines supplémentaires à celles qui sont déjà en exploitation, d'une taille équivalente à la taille moyenne des mines qu'on a déjà en exploitation aujourd'hui. Donc à peu près 30% de plus. Le problème, c'est que derrière, l'Agence internationale à l'énergie rajoute qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, il faut 17 ans pour ouvrir une mine de cuivre. Et donc, la conclusion de l'Agence internationale à l'énergie, lorsqu'elle a fait ce rapport, c'était de dire, compte tenu de ces délais, il faudrait que ces 80 nouvelles mines de cuivre, elles soient sanctionnées par une décision d'investissement avant fin 2025. Aujourd'hui, on est en 2026, donc je peux te dire qu'on n'a pas mis en route ces 80 mines, donc on est déjà en retard. Quelle est la conséquence de tout ça ? L'Agence internationale à l'énergie, toujours elle, a publié un autre rapport récemment dans lequel elle dit, à horizon 2030, ça y est, je ne te parle pas de quelque chose qui va arriver dans 25 ans, à horizon 2030, sur le marché du cuivre, on aura un déficit de production par rapport à la demande d'environ 20% du marché. Et à horizon 2035, ce déficit sera porté à 30%. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. En fait, je ne suis pas d'accord avec l'Agence internationale à l'énergie. Ce que dit l'Agence internationale à l'énergie n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que simplement, ça dit, on ne peut pas consommer une matière première qu'on n'a pas. Donc, il faudra que l'offre et la demande soient égales. Et donc, le seul moyen de faire ça, quand on a un tel déséquilibre, c'est que le prix de la matière première monte. Pourquoi ? Pour entraîner un des moteurs d'ajustement à notre disposition. Le premier moteur, c'est d'inciter les producteurs à produire davantage. Le prix est plus élevé, donc je gagne plus d'argent, donc je vais essayer de produire davantage. J'avais des productions qui n'étaient pas forcément rentables, mais comme le prix a monté, maintenant elles sont rentables, je vais les mettre en production. Le problème, c'est qu'on en a parlé, il faut 17 ans pour ouvrir une mine, donc ce temps de réaction sera très long, première chose. Deuxième moteur que tu peux essayer de déclencher, c'est détruire de la demande. Le prix est trop cher, je vais essayer de me passer de cuivre. Le problème, c'est que dans ces cas-là, il faut trouver des substituts. Et des substituts au cuivre, on n'en a pas des milliards. Et l'argent. Il y a l'argent, mais qui est plus cher. Il y a l'aluminium, qui peut être un substitut. Mais par exemple, dans le cadre des réseaux électriques, on peut utiliser l'aluminium dans certains cas. Mais comme il conduit moins bien l'électricité, la section des câbles doit être plus importante. Donc la consommation aussi est plus importante. Le réchauffement est plus important. Et puis, du coup, tu ne peux pas tordre les fils de la même façon. Donc, tu peux les utiliser sur des lignes haute tension longues. Par contre, à l'intérieur d'un appartement, on n'utilisera a priori pas de l'aluminium. Donc, ça ne peut pas marcher partout. Et puis, la troisième chose, c'est d'arriver à mobiliser un stock. Donc, l'avantage des métaux, c'est que quand on les utilise, ils ne disparaissent pas. Donc, on a tous chez nous des vieux ordinateurs, des vieux téléphones portables dans lesquels il y a du cuivre. Donc, on pourrait recycler ça. Le problème, c'est que la collecte de tout ce matériel coûte très cher, très compliqué parce que c'est très éparse. Et à côté de ça, on a une autre partie de la production de cuivre qui est très immobilisée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand tu mets du cuivre dans une éolienne pour fabriquer l'alternateur de l'éolienne, une fois qu'il est dans l'éolienne, il va rester là 25 ans. Et donc, on va devoir attendre la fin de vie de l'éolienne avant de pouvoir réutiliser. Pour le cuivre qu'on utilise pour faire les tuyaux où on fait passer l'eau froide, l'eau chaude chez soi, ils vont rester là pendant 50 ou 70 ans. Donc, on a une difficulté à mobiliser cet inventaire. Donc, les prix vont devoir monter beaucoup selon nous. Et donc, l'échéance est assez brève, puisque l'Agence internationale à l'énergie dit que le problème va se poser dès 2030. Alors, si on attend, pour être même plus précis que ça, ça veut dire si on attend un déficit de 20% en 2030, on ne va pas se réveiller le 1er janvier 2030 avec un déficit de 20%. Ce qui veut dire que le déficit, il va commencer à se produire et à se bâtir, se construire avant 2030. Et nous, on s'attend à ce que ce déficit, il commence potentiellement. Alors, on attendait dès l'année prochaine. Il n'est même pas impossible qu'il commence cette année, parce qu'on va venir à un petit peu plus de conjoncturel. On a aujourd'hui un énorme problème, c'est qu'on a une crise au Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient ne produit pas de cuivre. Donc, en soi, pourquoi on parle de ça ? Simplement parce que le Moyen-Orient produit beaucoup de pétrole, on le sait, et raffine beaucoup de pétrole. Et quand on raffine du pétrole, une des choses qu'on fait, c'est qu'on enlève le soufre qu'il y a dans le pétrole. Et les pays du Golfe Persique vendent ce soufre.
ils le vendent pour faire quoi? Pour faire de l'acide sulfurique. Et une partie, à peu près 15% du cuivre dans le monde, est extrait par une opération qu'on appelle le leaching, qui consiste à utiliser de l'acide sulfurique pour extraire le cuivre du minerai dans lequel il est enfermé. Et donc, l'acide sulfurique qui venait de cette zone-là, enfin, ou le soufre qui venait de cette zone-là, à peu près 50% du soufre mondial vient de cette zone-là, ne sort plus, donc ça va poser un problème. La bonne nouvelle qu'on avait, c'est que le plus gros producteur d'acide sulfurique au monde, c'est la Chine. Sauf que la Chine vient d'annoncer qu'à compter du 1er mai, elle arrêtait d'exporter son acide sulfurique et qu'elle le gardait pour elle. Elle produit à peu près 50% de l'acide sulfurique du monde. Donc on va avoir une contrainte là aussi sur la production à court terme, ce qui nous amène à penser que le déficit sur le marché du cuivre pourrait intervenir même avant ce que l'on croyait. Nous, on pensait qu'il commencerait en 2027. Eh bien, il est possible qu'il intervienne dès cette année 2026. C'est colossal. Il y a un métal quand même dont tu n'as pas parlé, dont on a beaucoup parlé il y a longtemps et qui est très en retard, j'ai l'impression, sur les performances par rapport aux autres métaux, c'est le lithium. Oui. Alors le lithium, on n'en a pas, nous, aujourd'hui, dans notre portefeuille. Pourquoi? Justement, à cause du syndrome de la tomate que j'évoquais tout à l'heure. C'est que, à court terme, tout le monde sait qu'à long terme, qu'on va manquer de lithium. Mais à court terme, eh ben, on a trop de lithium. Je vais te donner un exemple. En 2022, le prix du lithium, c'était 85 000 $ la tonne. En milieu d'année dernière, le prix du lithium était tombé à 10 000 $ la tonne. Aujourd'hui, il est remonté autour de 18 000 $ 19 000 $ la tonne. Pourquoi une telle chute? Parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, pour le cuivre, il faut à peu près 17 ans pour ouvrir une mine. Dans le domaine du lithium, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que une grosse partie du lithium est exploitée notamment en Amérique du Sud, C'est dans des lacs, non? dans des zones qu'on appelle des salars. Oui. Les salars, c'est des déserts de sel. C'est des anciennes étendues d'eau de mer qui se sont retirées, et donc on a une croûte de sel. Et ce sel, il contient du lithium. Donc on lave ce sel pour obtenir le lithium. Donc tu vois bien que ce n'est pas une mine à proprement parler, et donc ça se met en production beaucoup plus vite. Ça prend entre 5 et 7 ans maximum. Et donc, pour résumer, les producteurs de lithium ont été beaucoup plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à développer la voiture électrique, les ventes de voitures électriques. Et donc, on sait qu'à long terme, on va manquer de lithium. Donc, nous, on surveille le marché du lithium pour y rentrer un moment. Mais à court terme, eh bien, on a trop de lithium. Syndrome de la tomate, le prix du lithium est déprimé. Donc voilà, le lithium, c'est un métal dont on va manquer probablement quelque part à partir de 2028-2029. Ça va dépendre aussi de l'évolution des réglementations. L'Europe est déjà revenue un petit peu en arrière sur ses exigences sur la fin du moteur thermique. S'il y a encore des retards qui sont pris, ça pourrait prendre un peu plus longtemps. Mais grosso modo, on surveille ce marché et on est prêt à l'intégrer dans notre portefeuille le jour où ça sera vraiment le bon moment. Ok, bon, on a fait le panorama complet là, on a posé les bases. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle marché. T'es d'accord? Allez, Bien sûr, avec plaisir. les marchés, donc guerre en Iran, avec beaucoup de volatilité sur le cours des métaux stratégiques. L'année dernière, une perf plus que sympa, Ouais. On a gagné à peu près 50% sur notre fonds, effectivement. ce qui est considérable. Alors, ça reste moins que les métaux précieux, mais enfin, Ouais. c'est quand même pas mal. Et puis, début d'année, ça a un petit peu continué. Ensuite, la guerre en Iran. Alors, que se passe-t-il exactement sur les métaux au niveau de leur évolution en termes de performance et l'impact, justement, de cette fameuse et horrible guerre en Iran? Alors aujourd'hui, l'impact est un peu partagé parce que le marché hésite entre deux choses. Entre une résolution rapide, auquel cas ce qui s'est passé d'un point de vue économique aurait des conséquences limitées, et notamment la grosse question, c'est est-ce que les banques centrales vont devoir remonter les taux d'intérêt pour lutter contre un risque d'inflation? Ça ralentirait, ça renchérirait le coût de l'argent, et donc ça ralentirait probablement l'économie, et donc probablement aussi la consommation de métaux. Donc il y a une crainte de ce côté-là. Nous, si on est dans une logique comme ça et qu'on a un ralentissement économique, évidemment que ça pèsera sur la demande de métaux, mais il y a un point qui est très important, et la patronne de Freeport-McMoRan en parlait il n'y a pas longtemps, qui est une société minière, hein, spécialiste notamment de minerais comme le cuivre. Elle disait il faut bien avoir en tête une chose, c'est que la demande de métaux dans les secteurs traditionnels, effectivement, reculera dans ces situations-là. Et ce que nous a montré aussi la crise au Moyen-Orient et la guerre actuellement avec l'Iran, c'est notre dépendance énergétique. Et donc, beaucoup de pays commencent à appeler à l'accélération de la transition énergétique vers le développement des renouvelables, qui sont un moyen d'avoir une souveraineté énergétique et de moins dépendre de l'étranger. Ces secteurs-là, on l'a dit, consomment beaucoup de métaux.
Et donc, la demande de métaux qui serait générée par la transition énergétique pourrait compenser un ralentissement économique, on va dire, modéré. Si on a un gros ralentissement économique, ça ne suffira pas. Si on a un ralentissement économique modéré, ça pourrait suffire. On l'a vu d'ailleurs par le passé, en 2023, la Chine connaît une période économique très dure. Le marché immobilier chinois va très mal, s'effondre, les constructions immobilières ralentissent énormément, les secteurs traditionnels de l'économie baissent, la bourse baisse, et donc, bien évidemment, on doit se dire que la consommation de métaux baisse. Et en 2023, effectivement, la consommation de cuivre en Chine baisse de 9% dans les secteurs traditionnels. Mais dans le même temps, la Chine décide d'accélérer sur sa transition énergétique, justement pour atteindre une souveraineté énergétique. Et donc, en Chine, en 2023, la consommation de cuivre dans son ensemble, elle augmente de 4%. Elle baisse dans les secteurs traditionnels, mais elle augmente plus qu'elle ne baisse dans les renouvelables et dans les secteurs bas carbone. Et là, on peut penser que si on a un ralentissement modeste à cause de la crise en Iran, on aura le même genre de situation. Maintenant, si le conflit devait durer, là, on aurait sans doute un ralentissement plus fort qui pourrait peser davantage sur le cours des métaux. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on attend un petit peu, on est un peu dans une position d'attente. On est très positif sur les métaux précieux, on est un peu plus dans l'attente sur les autres métaux. Mais il y a quand même 2 points qu'il faut prendre en compte dans le cas où le conflit durerait un petit peu plus longtemps. D'abord, 3 points. Le premier, c'est que les banques centrales devraient forcément prendre en compte non plus seulement le risque inflationniste, mais aussi beaucoup le risque de croissance. Et donc, au niveau des politiques de taux d'intérêt, elles devraient probablement rester beaucoup plus accommodantes. Première chose. La deuxième chose, c'est que la zone du Moyen-Orient, la zone du Golfe Persique, est un gros producteur de certains métaux, et notamment de l'aluminium. La zone du Golfe Persique produit à peu près 10% de l'aluminium mondial. Pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement des coûts énergétiques très faibles et que ça consomme beaucoup d'électricité et beaucoup d'énergie. Donc, aujourd'hui, ces exportations, elles sont totalement arrêtées. Mais au-delà de ça, Saïd, un certain nombre des installations de production d'aluminium de la zone ont été endommagées par la guerre. Et donc, cette production aura du mal à revenir. Et beaucoup d'intervenants aujourd'hui commencent à prévoir un déficit de production d'aluminium cette année par rapport à la consommation. C'est un problème qui va être majeur. Et puis, on a un autre problème sur le cuivre. Je le disais, le cuivre, une partie du cuivre dans le monde, et c'est aussi le cas pour le nickel, a besoin d'acide sulfurique. La Chine a décidé d'arrêter d'exporter le sien et le Moyen-Orient n'exporte plus son soufre et donc on va manquer d'acide sulfurique. Donc les conséquences vont être, si le conflit dure, une baisse de la consommation de métaux forte, oui, parce qu'on aura un ralentissement économique plus fort, mais aussi un manque durable de production sur l'aluminium et possiblement aussi sur le cuivre et sur le nickel. Donc tout ça mis bout à bout, on ne s'attend pas à une forte correction sur le marché des métaux, mais sur les métaux industriels, on est aujourd'hui un peu plus prudent et on aimerait bien y voir un peu plus clair dans l'issue de ce conflit avant de revenir sur les métaux plus industriels dans des volumes plus importants. Ce qui veut dire concrètement que si on met en place un investissement progressif, on peut commencer dès aujourd'hui. Marcher, ouais, on peut commencer dès aujourd'hui parce que, encore une fois, on ne s'attend pas, même si on devait avoir une situation plus longue, compte tenu de ce que j'évoquais, le soutien des banques centrales, la perte de production durable dans certains cas, comme pour l'aluminium, eh bien, et la demande supplémentaire générée par l'accélération probable de la transition énergétique à cause de ce conflit, tout ça mis bout à bout fait que ça devrait créer un meilleur équilibre entre l'offre et la demande qui fait qu'on ne s'attend pas, quoi qu'il en soit, à un très fort recul du prix des métaux. Donc, si on veut commencer à construire une position, oui, ça a du sens de le faire dès aujourd'hui. D'accord, donc je rappelle que ce sont des investissements évidemment qui sont risqués, avec beaucoup de volatilité, qu'il faut considérer sur le long terme. Et encore mieux, si vous avez la possibilité de faire vos investissements plutôt que de les faire d'un coup, les faire de manière progressive pour pouvoir lisser les coûts moyens d'acquisition et toujours conformément au profil investisseur, bien évidemment. Petite question bonus, Benjamin. Elle revient quand même souvent, puisqu'au FI Invest, on est très engagé depuis de nombreuses années dans l'univers ESG, environnement, social, gouvernance. Là, on va parler d'environnement. On a tous en tête des images du journal de 20 heures avec des personnes, des adultes, des jeunes adultes, parfois des enfants qui descendent dans des mines pour chercher des métaux, des minerais et dans des conditions qui sont abominables.
qu'en est-il exactement par rapport à ce marché des métaux stratégiques? Alors, on ne peut pas nier que ce genre d'exploitation existe. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez à un Français dans la rue, quand je te dis mine, à quoi tu penses? Je pense que les 2 premières idées qui viennent à la tête des gens, c'est un, Germinal, Oui. Zola, l'affiche du film, notamment avec Renault, qui a la gueule toute noire, il sort d'une mine de charbon. On les appelait les C'est gueules pas ça? noires d'ailleurs. Exactement, mais c'était des mines de charbon. On n'est pas dans la métallurgie. Et la deuxième image, c'est ces petits-enfants qui sortent de trous dans la terre en République démocratique du Congo, où ils essayent de C'est gagner ça. péniblement leur vie et d'aider leur famille. La mine a beaucoup changé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on sait faire des mines plus durables. Une mine ne sera jamais propre, il faut être très clair. Faire une mine, ça a un impact. Mais là-dessus, Saïd, il faut être très clair sur une chose. Il faut comprendre que toute activité économique, quelle qu'elle soit, commence par faire un trou dans la terre pour prendre les matières et les transformer. Que ce soit des énergies fossiles, que ce soit des métaux ou des minerais. Je vais prendre un exemple. Si on veut vendre un voyage à un client, au départ, il faut un ordinateur. L'ordinateur, il est fait avec du plastique. Pour faire du plastique, il faut du pétrole. Et puis, il y a des cartes mères, il y a des puces, tout ça, il faut des métaux. Ensuite, il faut un câble pour le relier à un serveur. Ce câble, il est en cuivre. Il faut faire le serveur. Pour ça, il faut des métaux. Donc, j'aime bien rappeler ça. En fait, on est en train de réaliser que Madonna avait raison quand elle chantait dans les années 80, We are living in a material world. C'est exactement ça. Donc, en fait, le choix qu'on a, c'est pas est-ce qu'on fait des trous dans la terre, c'est si on veut une économie, on est obligé de faire des trous dans la terre. Lesquels on fait? Est-ce qu'on fait des trous pour extraire des énergies fossiles ou est-ce qu'on fait des trous pour extraire des métaux? Si on regarde d'un point de vue environnemental, il n'y a pas photo. La production de métaux dans son ensemble, en ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est-à-dire les émissions directes et les émissions lors de la fabrication des produits, représente aujourd'hui, pour l'ensemble des métaux sur la planète, 11% des émissions de CO2 de la planète. Et sur ces 11%, c'est une étude récente qui a été faite, sur ces 11%, il y en a 70% qui sont liés à l'acier et 20% qui sont liés à l'aluminium. Ce qui veut dire que tous les autres métaux ensemble sont responsables de 10% des émissions de CO2 de la planète, c'est-à-dire 1,1%, puisque c'est 11% pour tous les métaux, 1,1% des émissions de CO2 de la planète. Donc, c'est très faible au regard du choix entre métaux ou énergies fossiles, parce que les énergies fossiles, elles sont responsables d'une part bien plus importante. On parle de l'ordre de 70%. Donc, d'un point de vue CO2, il n'y a pas photo. D'un point de vue empreinte environnementale, les volumes que l'on doit extraire pour extraire des métaux, parce que si on extrait une tonne de cuivre, on n'extrait pas une tonne de la Terre. On extrait beaucoup plus. La concentration, elle est de l'ordre, dans le meilleur des cas, de 1%, 1,5%. Donc, on extrait des volumes beaucoup plus importants. Mais si on regarde les volumes qu'on extrait pour extraire les métaux et les volumes qu'on extrait pour extraire du charbon, du gaz et du pétrole, le rapport, il est de 10 à 100 en faveur des métaux. Donc là aussi, l'empreinte environnementale, elle est moins élevée. En matière de consommation d'eau aussi, on l'oublie aussi, mais exploiter du pétrole, exploiter du gaz, ça consomme énormément d'eau. Le charbon, il faut l'arroser en permanence. Je crois que c'est à peu près 800 litres d'eau par tonne de charbon extraite pour éviter les dispersions de poussière. Les puits de pétrole, quand leur pression commence à diminuer, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des techniques avancées de récupération. On fait un trou à un autre bout du champ et on injecte de l'eau pour pousser le pétrole. Donc ça consomme de l'eau aussi. Donc voilà, si on prend tout compris, l'extraction des métaux est beaucoup moins nocive que l'extraction des énergies fossiles. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on disait, aujourd'hui, on sait faire des mines plus durables. Il y a aujourd'hui, notamment en Europe, des gros standards en termes d'environnement, en termes social, en termes de gouvernance. Et je vous invite à regarder, par exemple, sur Internet, vous trouverez facilement des vidéos sur les mines qu'on a dans les pays du nord de l'Europe. Il y a notamment, je pense à une ville en Finlande qui s'appelle Kiruna, où il y a une mine qui est exploitée. Cette mine est à 1200 mètres sous terre et l'exploitation ne se fait pas avec des gens qui sont dans les couloirs des mines avec des marteaux-piqueurs en train d'appuyer dessus. Il y a une pièce à côté, vous rentrez dedans, il y a un monsieur, il est assis sur une chaise comme moi. Devant lui, il a un écran sur lequel il voit son marteau-piqueur et il a 2 joysticks pour manipuler son marteau-piqueur. Donc aujourd'hui, on sait prendre aussi en compte les aspects sociaux et je dis encore une fois, une mine ne sera jamais propre, mais on a aussi
de plus en plus de camions qui sont électrifiés, avec des caténaires plutôt qu'avec des batteries. Voilà, donc on a plein de solutions comme ça. La Pour faire une mine robotisation, j'imagine, plus la responsable. robotisation, l'intelligence artificielle Dans va jouer certaines mines, à l'avenir aussi. dans certaines mines Il y a de moins en de moins grands d'êtres humains. groupes européens, vous avez des systèmes de radar dans les couloirs de la mine et les camions qui se promènent sans chauffeur, qui sont totalement automatisés. Et vous avez une personne qui est dans une cabine, qui suit le parcours du camion et qui a des joysticks là aussi pour vider le camion ou alors pour le remplir avec un godet. Donc, on est capable de faire tout ça. Et je pense que les compagnies minières ont bien compris aussi que c'était un enjeu pour eux. Parce que pour trouver des financements, étant donné que les financiers aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à ces problématiques environnementales, sociales et de gouvernance, et à juste titre, eh bien, ils font attention. Il y a d'ailleurs des regroupements et des associations ou des organismes qui ont été mis en place pour définir des standards de production. Et il faut espérer que cette initiative se développe et que de plus en plus de compagnies minières y adhèrent. Merci beaucoup, Benjamin. C'était, comme d'habitude, clair comme de l'eau de roche. On a pris un peu le temps, pour le coup, poser les bases. Sur les prochains épisodes, on rentrera encore un petit peu plus dans le détail des marchés. N'oubliez pas le livre de Benjamin, Métaux, le nouvel or noir, disponible chez les meilleures librairies. Oui, meilleure librairie ou sur les plateformes, effectivement, en ligne. Voilà, et n'oubliez pas que vous êtes sur YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit pouce si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à reposter, republier, mettre un like, je viens de le dire, le petit pouce bleu. Et remercier encore une fois Benjamin. Merci Saïd. À très vite. À très vite.